dans la deuxième partie de la matinée, on a observé que le modèle démocratique était en crise. Et maintenant, après le déjeuner, on se propose de vous présenter un certain nombre de remèdes. Alors, qui dit remède dit médecin. Donc, je suis entouré en quelque sorte par 3 médecins. Alors, mes propos liminaires vont être extrêmement brefs. J'aurais pas votre quittance de faire une intervention. Vous êtes là d'abord et avant tout pour écouter les intervenants, les écouter sans modération, j'allais dire sans modérateur. Donc je vais me faire extrêmement discret. Alors dans l'ordre de leurs interventions, on entendra d'abord Charles Benoît Heitzig, dans un deuxième temps Joseph Spiegel, et dans un troisième temps Pierre-Henri Tavoileau. Alors je vais vous présenter rapidement le premier de nos intervenants, Charles Benoît Heitzig, qui est là à mon extrême gauche. Alors Charles Benoît Heitzig a fondé le laboratoire, on est toujours dans le domaine de la médecine, le laboratoire Le Rameau, il vous en dira peut-être un petit mot, un laboratoire qu'il préside après l'avoir fondé et dont il est très fier de pouvoir cet après-midi vous présenter la dernière étude. C'est une étude qui s'intitule Impact citoyen avec un S. Et cette étude est toute fraîche, si j'ose dire, puisque la première présentation de cette étude a été faite il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois. Donc, dans ces lieux mêmes, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est presque la primeur des résultats de cette étude que Charles Benoît Heitzig va nous donner. Et ça va mettre sur de bons rails cet après-midi, puisque cet après-midi, on a décidé de trouver des remèdes aux maux qui ont été constatés ce matin. Et ainsi, le titre du colloque « Démocratie toujours ?» point d'interrogation. On va voir comment évolue d'ici la fin de l'après-midi ce signe de ponctuation. Est-ce qu'on va remplacer le point d'interrogation par 3 points de suspension? Est-ce qu'on va le remplacer par un point d'exclamation? Eh bien, on va écouter dans un premier temps Charles Benoît Heitzig avant de trancher. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur les questions de co-construction du bien commun qui a été créé donc, en 2006, que j'ai eu le plaisir de créer en 2006. Et c'est très drôle parce que à l'époque, notre regretté Jean d'Ormesson me disait « mais co-construction, c'est un barbarisme, cher ami ». Je disais « oui, mais c'est le futur ». Pourquoi intervenir? Parce qu'en 2008, un peu à cause des personnes qui sont dans la salle, Anne Robin, nous avons décidé avec la Caisse des dépôts, le MEDEF et le mouvement associatif de ne pas seulement aller observer ce qui nous est notre travail de chercheurs de terrain, d'aller observer dans la pratique et très concrètement au sein des organisations qu'est-ce qui était à l'œuvre dans cette capacité de construire avec d'autres le bien commun, mais aussi de pouvoir se doter d'un outil qui nous en donne la maturité finalement progressive. Et l'idée de construire un observatoire des partenariats était pour se dire, finalement, du point de vue de nos concitoyens, du point de vue de nos élus, du point de vue des dirigeants d'entreprise et du point de vue des dirigeants associatifs, finalement, qu'est-ce que évoque pour eux cette question de co-construire le bien commun? Et la première question d'entre elles, bien évidemment, c'est à quelle fragilité prioritaire sommes-nous confrontés? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quels sont les leviers pour pouvoir agir sur ces fragilités prioritaires? Et la troisième question, c'est bien évidemment que faire ensemble? Alors, la semaine dernière, effectivement,
quasiment ici même, à quelques salles, nous avons restitué cette étude impact citoyen, dont vous avez les résultats qui vous sont partagés. J'aimerais, sur ces 3 questions, finalement, du point de vue de nos concitoyens, quelles sont les fragilités prioritaires, quels sont les leviers pour pouvoir agir concrètement, puisque nous sommes au moment des remèdes. Et puis, 3e élément, finalement, pourquoi faire l'IOS? Premièrement, sur les fragilités, que nous disent les Français? D'abord, dans leur perception de leur fragilité prioritaire sur leur territoire, j'insiste là-dessus, et dans la façon dont ils voient les fragilités collectives, pas les leurs, celles collectivement sur leur territoire, le triumvirat de tête et l'emploi, chômage, insertion, niveau de vie et sécurité, délinquance. Premier constat. Deuxième constat, si on regarde finalement les moyennes de fragilité que nos concitoyens donnent à chacune des fragilités, en fait on s'aperçoit que ce n'est pas un trio de tête, elles s'entrechoquent toutes. Les Français sont dans une vision systémique de la fragilité et non pas dans une vision individuelle de chaque fragilité, et ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si vous regardez par rapport aux petits chiffres, je sais c'est un petit peu petit, mais c'est l'habitude du Rameau d'écrire beaucoup dans peu de place, les chiffres par rapport à 2015, sur les 16 fragilités consultées, les Français considèrent que la fragilité a baissé. Autrement dit, ce qu'ils nous disent très clairement, c'est de ne pas nous tromper. Ce ne sont pas les fragilités qui ont augmenté, c'est notre incapacité à y répondre qui a augmenté. Il ne s'agirait pas de dire, finalement, on voit des fragilités sur tous les domaines augmenter, et nous sommes dépassés par les événements. Non, ces fragilités-là, elles existent, elles demeurent. Mais c'est notre incapacité collective à y répondre qui, lui, grandit. Alors, est-ce que vous le saviez? Mais bien sûr, vous le savez tous puisque vous êtes dans cette salle. Le président de la République, en notre nom, est allé à l'ONU le 25 septembre dernier porter la feuille de route des objectifs de développement durable qui, justement, tel que nous l'indiquent nos concitoyens, porte une vision systémique des sujets et puisque, finalement, elle a une vision systémique très proche des fragilités qu'indiquent nos concitoyens, la question qu'on peut se poser, puisque, encore une fois, c'est l'État français qui s'engage, quelle est notre capacité collective à faire de cet engagement des feuilles de route, c'est-à-dire comment agir ensemble sur ce sujet-là, en faire un outil pour l'avenir, et sans doute beaucoup de pédagogie à faire, puisque, en fait, aujourd'hui, seul un Français sur 2 sait ce que sont les objectifs du développement durable. Dommage. Ça répond à leur préoccupation. Seul 1 sur 2 le sait. Le premier constat, si on veut traiter les fragilités une par une, et sans doute ce que nous faisons depuis des années, nous nous trompons de combat. Les Français nous le rappellent, et nous nous sommes engagés en 2015, comme les autres pays du monde, à avoir une vision systémique des fragilités. Donc première bonne nouvelle, mais vous allez voir dans la suite, ça ne dément pas cela, les Français sont particulièrement lucides. Deuxième bonne nouvelle, peut-être pas pour tout le monde, parce que ça va commencer à créer un peu de débat. On va leur demander finalement quels sont les leviers pour réduire ces fragilités. Comment faut-il faire pour réduire ces fragilités? Là encore, 3 constats que nous disent les Français. D'abord, que ce soit pour les mobiliser ou que ce soit pour une question d'efficacité, le premier levier, c'est l'action collective, avant la vision partagée et avant la gestion régulatrice. Autrement dit, vouloir imposer une vision pour tous ou vouloir régler les fragilités par les normes ne répond pas ni à la volonté d'engagement des Français, ni à la capacité d'être efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi utiliser ces 2 leviers, mais ça veut dire que si on ne prend pas en compte le 3e levier qui est l'action collective, nous ne pourrons pas ni mobiliser, ni être efficaces. Or, que nous disent les Français, deuxième enseignement sur cette logique,
c'est finalement on se trompe, on met la norme, on veut réguler. Il y a un problème, on régule. Eh bien, il est clair aujourd'hui que la planche à loi a sur la démocratie exactement le même effet que la planche à billets a eu sur l'économie. Les Français nous le rappellent. C'est l'action pertinente qui permet de répondre avec efficience aux besoins en priorité des plus fragiles d'entre nous qui, seul, est juge de paix. Ni les valeurs, ni la loi ne peuvent seuls réguler les choses, et aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est de l'action. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, troisième enseignement sur ces moyens, c'est que nous ne pouvons plus séparer la dimension économique de la capacité à avoir une réduction des fragilités. Autrement dit, le bon sens ressort encore, la croissance de développement durable et la réduction des fragilités ne sont pas deux choses séparées, mais les deux faces de la même pièce. Alors ne nous trompons pas, n'inversons pas l'ordre des leviers pour agir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les trois leviers, l'action, la vision, la gestion, ne soient pas essentiels tous les trois. C'est l'ordre dans lequel on les positionne qui sont importants. Alors le saviez-vous ? Nous avons la chance d'avoir sur le territoire français 350 catalyseurs territoriaux. Ces femmes, ces hommes, ces organisations qui, tous les jours, essayent de faire en sorte que collectivités territoriales, entreprises, associations, acteurs académiques d'un territoire inventent ensemble une solution qui soit parfaitement adaptée aux besoins du territoire concerné. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Ça nous amène immédiatement au troisième enseignement, finalement, de cette étude, qui ne fait que confirmer ce que les Français nous ont dit depuis 2008, 2012, 2015. Ils nous le redisent. Alors, je ne vous cache pas, ils s'agacent un peu quand on les écoute pas. Ils s'agacent un peu, beaucoup d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'un des enseignements qu'on peut avoir, c'est qu'ils disent ne s'engager qu'à partir du moment où on va leur donner des preuves qu'on est capable d'écouter cet engagement. L'action a valeur d'engagement, ce qui, aujourd'hui, ostensiblement, est pas reconnu. Et pour qu'elle soit reconnue comme engagement, il faut faire alliance. Et c'est très drôle parce que nous avions dit en 2015 qu'il y avait un devoir d'alliance. Aujourd'hui, il y a une injonction d'alliance. Mais quand donc va-t-on se mettre autour d'une table ? Sans confondre. Co-construction ne veut pas dire co-gestion. On ne co-gère qu'avec des gens qui partagent la même valeur et qui sont dans le même cercle. On co-construit avec tout un écosystème différent, et c'est parce qu'il est différent qu'il a de la valeur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et il y a une confusion forte quand on parle de co-construction à vouloir imposer ses valeurs dans une communauté, un dispositif commun. Non. On va co-construire grâce à la richesse des différences. 80% de nos concitoyens pensent avec justesse qu'il est nécessaire que collectivités territoriales, entreprises, associations travaillent ensemble. Et bien évidemment, avec le même lucidité, ils nous disent que c'est